Salut tout le monde, c'est Troba et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de la brigade chimérique, alors enfilez votre costume de super-héros, ça va être top. Super top! Ouais, fais un effort aussi là. La brigade chimérique est une bande dessinée en 6 volumes, parue chez La Talente entre 2009 et 2010. Le pitch est simple, et si les héros de la littérature française du début du XXe siècle étaient nos Avengers à nous? L'histoire débute en 1939 et on assiste aux événements qui déclenchent la Seconde Guerre mondiale en les passant dans un filtre super-héros à la française. On y suit les aventures de personnages de fiction populaires comme Arsène Lupin, le Nyctalope ou le Docteur Mabuse, dans une allégorie poétique, cruelle, fabuleuse et dérangeante. Pour moi, c'est une œuvre majeure de la bande dessinée francophone qui amène des réflexions intéressantes sur le genre super-héroïque. Un collectif d'auteurs nommé La Confrérie du Radium s'attaque à l'adaptation de la série en jeu de rôle, et c'est en 2010 que sort La Brigade Chimérique, l'encyclopédie, chez Sans Détour. Alors, La Confrérie du Radium, c'est une Dream Team. Romain Dussier, Laurent Devernay, Willy Favre, Julien Hulbruck et Stéphane Treille, donc que des grands noms qui ont bossé sur des gammes comme Brain Soda, Sin, Devastra, Z-Corps ou Hexagon Universe. Vous y ajoutez l'éditeur de la 6ème édition de l'Appel de Cthulhu, les illustrations de la bande dessinée, et vous obtenez un produit incroyable doté d'une classe folle, et tout ça à un prix qui défie toute concurrence. Comme son nom le laisse envisager, le livre se divise en deux parties. Une première partie qui va compiler tous les éléments de la bande dessinée pour décrire l'univers. On y retrouve une chronologie des événements, une présentation des lieux et des personnages, et les concepts du Radium Punk, un univers steampunk où la vapeur a été remplacée par la radioactivité. La deuxième partie se consacre aux règles du jeu et se termine par une mini-campagne de 3 scénarios, La Dernière Guerre, qui est une introduction à la grande campagne de la gamme, La Grande Nuit. C'est bien beau tout ça, mais on y joue quoi? Ouais, alors, ce que j'aimerais jouer, moi, c'est un super héros, mais qui n'a pas de pouvoir. Vos personnages sont des surhommes qui possèdent des pouvoirs, des capacités ou des équipements qui les rendent plus efficaces, plus dangereux ou plus résistants. Ils forment un groupe d'agents appartenant probablement à l'une des factions politiques de l'univers. Ils peuvent par exemple aider l'Institut du Radium dans ses recherches, faire partie du comité d'information et de défense pour préserver la paix, ou soutenir un club de passionnés de la superscience. Les scénarios vous enverront donc à la recherche d'une technologie, d'informations sur vos adversaires ou combattre un autre surhomme. Tous les délires sont permis, monde parallèle, entité extraterrestre, voyage dans le temps, double maléfique. Les comics américains n'ont rien inventé, et faire côtoyer des personnages du merveilleux fantastique avec des personnalités qui ont vraiment existé apporte un savoureux cachet à vos parties. Un personnage de la brigade chimérique possède 6 attributs. L'allure, la cognition, la prestesse, la ténacité, la robustesse et la sensibilité. Alors je ne suis pas très fan de demander des jets de prestesse ou de cognition à mes joueurs, mais passons. Les compétences passent par des profils et représentent des professions ou des passe-temps, comme artistes, criminels, hommes d'affaires ou médecins. Les points de ressources permettent de gérer à la fois les possessions et les contacts du personnage, et un score de célébrité donne un indice sur la façon dont les PNJ peuvent le percevoir. Un test se résout en lançant 3d6, en ajoutant les scores d'un attribut et d'un profil, et en comparant le résultat à une difficulté. La différence entre le résultat et la difficulté représente la marge, et c'est aussi un indice de la qualité de la réussite ou de l'échec. L'utilisation d'un 4ème dé, le dé chimérique, va moduler cette marge. Sur un 6, elle est multipliée par 2, alors qu'elle est divisée par 2 sur un 1. L'idée est intéressante, mais ralentit un peu trop à mon goût la résolution. Une réserve de points de radium permet de lancer des D6 en plus, histoire de se donner des chances supplémentaires sur un test. Les combats introduisent des règles qui vont complexifier pas mal tout ça. Pour agir plusieurs fois dans un round, vous devez répartir les points de votre score d'initiative entre chaque action. Si une attaque se fait à l'aide d'un test classique contre un test d'attribut, la gestion des dégâts passe par un bonus en fonction de la marge de réussite et par un tableau qui va déterminer le nombre de blessures encaissées. Personnellement, ce tableau m'a causé pas mal de soucis. Par exemple, l'un des premiers gros adversaires que l'on rencontre dans le premier scénario du livre de base a une protection de 8, ce qui le rend extrêmement difficile à toucher pour un PJ qui n'a pas optimisé son personnage pour faire un maximum de dégâts. Par-dessus tout ça, on a une réserve de points de combat. Ce sont des points que vous allez pouvoir distribuer pour augmenter votre initiative, votre attaque, votre défense, vos dégâts. Ça apporte un petit côté stratégique assez intéressant, mais ça alourdit aussi considérablement les phases de combat. Au bout de quelques tours, les joueurs ont tendance à mettre les points exactement au même endroit pour éviter d'avoir à recalculer à chaque fois leur bonus. Évidemment, une grosse partie du système est consacrée à la gestion des pouvoirs de nos surhommes. La création de ces pouvoirs passe par un système d'achat qui va dépendre de plusieurs facteurs. Son niveau,
sa portée, sa durée et les contraintes qu'il entraîne. Les pouvoirs sont classés en fonction d'un type, et leur niveau est un score qui souvent va s'ajouter à un test. Par exemple, des yeux laser de niveau 2 vont permettre au personnage d'attaquer avec ses yeux laser en ajoutant 2 à ses tests pour toucher et pour faire des dégâts. On retrouve deux gros défauts que l'on retrouve souvent dans ce type de jeu, la possibilité de créer des pouvoirs bien pétés en optimisant ses achats, mais là c'est peut-être uniquement chez moi, vous avez toujours un joueur qui va venir et qui va demander un pouvoir qui n'est pas couvert par les règles, si vous voyez ce que je veux dire. Globalement, ce système est une sorte d'ébauche à ce que Romain Duissier va développer ensuite pour Hexagon Universe. La Brigade Chimérique, c'est un jeu qui va fusionner deux propositions, l'historique et le super-héroïque. Si je suis friand de jeux historiques, les jeux de super-héros, c'est pas trop ma came. Je suis lecteur de comics, mais jouer des super-héros, en tout cas de manière sérieuse, ça n'a jamais pris à mes tables. Et c'est là où la Brigade Chimérique fait très fort. En ancrant les super-héros dans une réalité historique, elle les transforme en outils pour raconter tout le drame et la cruauté de cette période. Le contexte devient extrêmement important, ce qui n'est pas souvent le cas dans un jeu de super. Côté système, on va dire qu'il s'inscrit dans son époque. On sent une volonté d'alléger certaines mécaniques, rattrapée par l'envie de mettre les combats en avant. Le cœur du jeu est simple, mais les dés chimériques et les points de combat sont, de mon point de vue, plus problématiques qu'autre chose. En fait, je trouve dommage de ne pas avoir fait un jeu de super qui ne soit pas basé sur le combat. Avec une tripotée de pouvoirs qui sont très intéressants à utiliser hors combat, j'aurais préféré un système plus léger et plus ouvert pour gérer les affrontements. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire, à laisser un pouce et à partager sur vos réseaux sociaux. Moi je vous dis à très bientôt donc pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée cette fois-ci à Wrath and Glory. Ça n'a pas coupé ?